Bonjour à tous, ça fait plus de 7 ans que je fais du Google Ads avec des dizaines de millions d'euros d'investis à mon actif. Je l'ai fait pour des marques comme Orange, Butagaz ou encore les sites de LVMH. Et je vais vous partager aujourd'hui comment optimiser vos campagnes search sur 2025 pour espérer avoir le maximum de retour sur investissement. Donc on va commencer directement avec la base qui est à comprendre sur Google Ads et que beaucoup de personnes omettent. Donc je vois beaucoup de gens qui lancent des campagnes directement sans comprendre les fondements. Et si vous comprenez ça, déjà vous allez être en avance sur 90% des annonceurs qui utilisent Google Ads, donc possiblement mieux rankés et surtout avec des coûts par clic qui vont être plus faibles. Donc comment ça fonctionne? Déjà, il faut comprendre la notion de score de qualité sur Google Ads. Donc quand vous allez lancer une campagne sur le moteur de recherche, vous allez construire différents ad groupes ici sur lesquels à l'intérieur, vous allez ajouter vos différents mots-clés, donc le mot-clé 1, le mot-clé 2, le mot-clé 3, et même chose sur un deuxième ad group, un mot-clé 1, un mot-clé 2, un mot-clé 3. L'ad group, c'est lui qui va être responsable des annonces qu'il va déclencher pour vos différents mots-clés et des redirections sur lesquelles renvoyer ce trafic. Donc à chaque fois, pour ces différents mots-clés, il y a une note qui va être attribuée par Google, qu'on appelle le score de qualité. Donc cette note, elle peut aller de 1 à 10 sur 10 pour les meilleurs. Et en fait, cette note, elle va être multipliée par votre enchère. Et donc, c'est hyper important de comprendre que cette note sur Google, c'est celle qui va déterminer si Google vous a la bonne ou pas concrètement. Donc, si vous avez une mauvaise note, Google va se dire, en fait, vous n'êtes pas très pertinent pour déclencher l'annonce et la redirection en fonction de ce mot-clé par rapport à la requête de l'utilisateur. Et donc ça, Google a fait ça pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde utilise Google ou presque, parce que c'est un moteur de recherche sur lequel on trouve une réponse à notre question. Et donc on essaye de maximiser la pertinence des résultats par rapport à la requête des utilisateurs. Donc en lançant la publicité sur le moteur de recherche, Google s'est dit, si je commence à faire en sorte que ce soit celui qui paye le plus cher qui apparaît en premier, potentiellement, demain, il va y avoir des annonceurs très puissants avec des budgets limités qui vont arriver et qui vont prendre toutes les requêtes du marché pour prendre tout le trafic du monde. Donc ça ne peut pas marcher parce que du coup, le moteur de recherche ne va plus avoir de sens et les utilisateurs ne vont plus faire de recherche dessus, ils vont aller chez les concurrents. Donc ils ont mis en place ce système de score de qualité pour se dire que il va y avoir un poids qui va être associé à l'enchère que vous allez vouloir investir pour payer un clic et qui va être déterminé par votre pertinence. Donc plus vous êtes pertinent, plus vous aurez une bonne note. En revanche, moins Google estime que vous êtes pertinent, plus vous aurez une note faible. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre parce que c'est ce qui va déterminer votre position sur le moteur de recherche. Plus vous allez avoir une enchère multipliée par un score de qualité qui vont être élevés, plus vous aurez de possibilités de vous positionner haut dans les résultats des annonces. Mais ça, c'est hyper important de le comprendre et surtout de comprendre que vous n'êtes pas tout seul quand vous achetez un mot-clé. Donc par exemple, ici sur ce mot-clé-là, il va peut-être y avoir 10 concurrents, mais il n'y a que 3 positions qui sont disponibles en haut du moteur de recherche. Donc là, il y a une personne qui va faire sa recherche. Il y a la position 1, la position 2, la position 3. Pourtant, vous êtes 10 à vouloir vous positionner sur cette requête-là. Donc ce que va faire Google, c'est qu'il va regarder sur tous les concurrents, et ça se fait en une fraction de seconde. L'algorithme va regarder les enchères que chaque concurrent sont prêts à payer, le score de qualité pour le mot-clé de chacun des concurrents. Il va définir du coup cette note pour chacun des concurrents. Et celui qui aura la note la plus élevée, il arrivera à la position 1, le deuxième à la position 2 et le troisième à la position 3. En revanche, si vous faites partie des gens qui ont une enchère qui n'est pas assez élevée, un score de qualité qui n'est pas assez élevé pour avoir une position qui arrive dans le top 3, s'il n'y a que 3 espaces publicitaires possibles, en fait, vous serez tout simplement pas affiché. Et donc, c'est ça qui fait que, avant de vouloir se lancer déjà dans les campagnes Google Ads, il faut comprendre comment l'algorithme va fonctionner derrière pour vous positionner et pour aller chercher de la performance. Donc, il y a beaucoup de gens, quand ils se lancent sur Google, qui se concentrent uniquement sur la partie coût par clic. Donc, ils vont essayer de mettre des gros budgets, ils vont se dire, OK, je vais payer plus cher mes clics, mes annonces, je vais avoir plus de trafic, ça va être mieux. Dans un sens, oui, parce que si on augmente les enchères, on augmente indirectement la rank. Mais en fait, quand on se lance ou quand on cherche à optimiser ces annonces, et je peux vous dire que moi, je gère des comptes qui ont des budgets à 6 chiffres mensuellement sur Google Ads, il y a parfois des mots-clés
sur lesquels on n'a pas des scores de qualité qui sont très élevés. Donc avant d'augmenter les enchères et le budget, on cherche d'abord à augmenter ces scores de qualité parce que ce n'est pas directement monétaire en fait. Ça dépend de 3 variables qui sont la pertinence de votre annonce, le taux de clic attendu et l'expérience de la page de destination. Donc c'est ces 3 variables-là qui vont définir votre note, donc votre score de qualité. Donc maintenant, si on parle un petit peu justement de ces 3 variables, comment on fait pour faire en sorte d'avoir des bonnes notes? Parce que c'est ça la question qu'on se pose tous, hein, c'est moi je voudrais avoir que des 10 sur 10 pour faire en sorte que aux yeux de Google je sois le plus pertinent, qui me pousse à être dans les premières positions pour le moins cher possible. Donc ça passe par des annonces qui sont pertinentes par rapport à la requête de l'utilisateur. Donc ça ne sera pas possible d'avoir des annonces qui sont très pertinentes si vous avez par exemple un seul ad group ici avec des centaines de mots-clés parce que vous allez être sur plein de sémantiques différentes de mots-clés et donc une annonce qui va avoir 15 titres et 4 descriptions dont 3 ou 2 qui vont sortir, c'est difficile de répondre à toutes les requêtes et d'être assez précis. Donc là déjà, vous allez avoir une pertinence de l'annonce par rapport aux différentes requêtes qui va baisser. Donc comment on fait pour l'augmenter? On essaye de structurer votre campagne avec différents ad groups sur différentes sémantiques pour faire en sorte que chacun des mots-clés qui vont déclencher les annonces de votre ad group soient les plus pertinents possibles. En fait, que les annonces soient les plus pertinentes possibles par rapport aux mots-clés qu'il y a dedans. Je prends un exemple tout simple. Moi, je suis un e-commerce qui vend des vélos. Si j'ai un premier ad group qui parle de vélo électrique, parce que j'ai des vélos électriques à vendre, et un deuxième qui parle de vélo de route, par exemple, professionnel, le fait de diviser en 2 ad groups différents, je vais avoir des mots-clés et des annonces qui vont parler de vélo électrique ici, et là, des vélos de route professionnels. Plutôt que d'avoir un seul ad group qui parle de vélo, mais qui peut déclencher des mots-clés vélo électrique ou vélo de route professionnel. Donc là, déjà, je vais gagner en pertinence, tout simplement, avec une structure qui est plus logique. Donc ça, c'est une manière déjà d'aller chercher plus de points sur le score de qualité. La deuxième variable que Google va regarder, c'est le taux de clic attendu. Est-ce que les taux de clic attendus sur vos annonces vont être assez élevés pour qu'il estime que vous êtes supérieur à la moyenne de vos concurrents? Donc ça, même chose, ça dépend de l'annonce. Donc déjà, en général, si votre annonce est pertinente, donc avec la structure que je vous ai partagée, vous allez avoir des taux de clic qui vont être plus élevés assez naturellement. Deuxième part, c'est un truc assez simple, bien reprendre dans les annonces, dans les titres, les mots-clés qui sont présents dans vos ad groups. Donc ça, c'est le premier tips. Deuxième tips, avoir des call to action dans votre annonce, donc des verbes d'action pour que les gens passent à la suite et cliquent. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est d'ajouter différents chiffres, donc que ce soit pour de la réassurance, pour de la confiance, je sais pas, par exemple 3 000 avis positifs, 5 sur 5, et aussi mettre les différents bénéfices, avantages et features de votre solution dans votre annonce pour que les gens comprennent que ça répond bien à leur recherche en fait et qu'ils cliquent sur l'annonce qui leur semble la plus cohérente avec leurs besoins. Parce que donc ça augmentera votre taux de clic, mais ça va aussi vous permettre d'aller chercher du trafic qui va être plus qualifié et pas non plus le tout venant. Et derrière, il y a l'expérience de la page de destination. Et ça, c'est un gros poids vraiment dans la note que Google va vous attribuer sur votre mot-clé. C'est une fois que la personne a cliqué ici, est-ce que sur la page de destination que vous allez avoir, donc votre landing page, votre site internet, est-ce que l'utilisateur il a trouvé la réponse à sa question? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à voir finalement. Et il y a beaucoup d'annonceurs et de comptes Google Ads que j'audite depuis des années qui ont des expériences de pages de destination qui sont faibles. Donc Google les note en dessous de la moyenne. Pourquoi? Parce que même si elles peuvent paraître très belles à première vue, le problème c'est que les gens viennent mais s'en vont directement, ils ne restent pas, ils ne scrollent pas, ils ne trouvent pas la réponse à leur solution. Donc parfois, des pages avec un peu plus d'informations ont des bonnes notes. Et donc ça, comment vous pouvez l'optimiser? Donc déjà, il y a tout ce qui va être le temps de chargement. Donc ça, c'est la première chose qui est hyper importante, c'est avoir un temps de chargement qui est rapide. En général, on veut que ça soit en dessous de 2 secondes. Et 2 secondes, c'est déjà beaucoup, hein. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on peut faire en sorte d'optimiser l'expérience de la page de destination, parce que sinon il y a pas mal de personnes qui vont même pas arriver dessus finalement, et donc pas trouver leur réponse. Ensuite, on peut reprendre les différents mots-clés qu'on a dans nos ad groups pour faire des landing pages qui sont spécifiques
pour chacun de ces groupes-là. Et donc, voir, par exemple, quand quelqu'un recherche un vélo de route pour professionnel, une landing page avec des vélos de route pour professionnels qui parlent de ça et qui montrent les différents éléments. Même chose pour les vélos électriques, avoir une landing page qui parle du vélo électrique. Donc ça, c'est des choses qui vont permettre d'améliorer la performance de vos annonces et donc avoir des scores de qualité qui vont être plus élevés. Et comme on a compris maintenant, c'est le nerf de la guerre. Donc voilà, déjà ça, je pense que ça va bien vous aider à comprendre comment va fonctionner l'algorithme de Google Ads et comment parfois des personnes qui ont des budgets qui sont 3 fois plus faibles que d'autres entreprises arrivent à avoir plus de trafic et de meilleurs résultats parce que en fait ils ne surpayent pas leurs clics, voire ils ont des bonus parce que ils ont des scores de qualité qui sont plus faibles. Du coup, Google les met bien en avant. Donc maintenant qu'on a fait ça, la deuxième chose pour réussir à avoir des campagnes search qui marchent bien en 2024, 2025, 2026 et ainsi de suite, la logique reste la même, c'est de trouver les bons mots-clés pour sa campagne. Donc ça, c'est aussi un gros travail à mettre en place. On va voir les différentes techniques pour trouver des mots-clés pour votre campagne. Mais déjà, c'est important de comprendre les différentes typologies de mots-clés qui existent. Donc on a de la courte traîne et on a la longue traîne. Ça, c'est les deux grandes familles de mots-clés qu'on peut retrouver. Ou dans la courte traîne, ça va être des mots-clés qui vont avoir dans la requête d'utilisateur un seul, voire deux mots-clés, trois maximum. Et la longue traîne, souvent, ce qu'on considère que c'est des requêtes qui ont plus de trois mots-clés. Donc, je vais vous montrer des exemples après sur les différences. Et là, je vous partage du coup ce qu'on peut retrouver dans le type de mots-clés courte traîne et longue traîne. Donc ici, ça va être plutôt des mots-clés génériques où, par exemple, si quelqu'un cherche vélo électrique, bon, c'est générique. Je n'ai pas une intention qui est très forte. La personne n'a pas dit qu'elle cherchait à acheter un vélo, elle n'a pas partagé de références particulières, de marque. Donc c'est peut-être quelqu'un juste qui renseigne, qui est au tout début du chemin. Mais ça peut être intéressant de se positionner dessus parce qu'on peut faire du volume pour des prix, des coûts par clic qui peuvent être, ça dépend des secteurs, ça c'est à vérifier, mais parfois plus faibles que de la longue traîne, on a une intention qui est plus forte et du coup Google va nous le faire payer. Le désavantage, c'est que ça peut vite être concurrentiel parce que tout le monde se positionne un petit peu dessus. C'est la première idée que les gens ont lorsqu'ils achètent des mots-clés et ça peut être un petit peu moins intentionniste. Donc vous pouvez avoir du trafic en masse, mais les clics que vous payez, finalement, il n'y en a pas beaucoup qui convertissent. Donc il faut vérifier la rentabilité de l'opération. Des mots-clés qui sont intéressants, c'est les mots-clés qui sont plus longue traîne. Donc ça, c'est des mots-clés sur lesquels on va potentiellement avoir parfois des CPC plus faibles parce que moins de concurrence. Encore une fois, ça dépend. Il n'y a pas de règle générale. Ça peut être beaucoup plus cher comme beaucoup moins cher. Mais quand on fait bien le travail, on peut trouver des mots-clés longue traîne avec des CPC qui sont plus faibles et donc sur lesquels ça peut être intéressant. Et derrière, on peut combiner ça à de la requête qui est intentionniste. Donc là, c'est des personnes qui vont vraiment faire des recherches qui sont donc un peu plus bas de funnel, où il va y avoir une vraie intention d'achat. Et le problème, évidemment, vous en doutez, c'est que souvent il y a moins de volume. Pourquoi? Parce que, voilà, je vous ai mis quelques exemples. Quelqu'un qui tape vélo, par exemple sur Google, c'est hyper générique. Donc ça, on peut avoir plein d'idées derrière. Quelqu'un qui tape acheter un vélo électrique, là, on commence déjà à aller sur quelque chose d'un peu plus longue traîne. Donc on va vraiment déjà distinguer une intention d'achat qui est un peu plus présente. Et quelqu'un derrière qui va taper acheter vélo électrique, Riverside avec une référence produit. Bon, là, en général, on sait qu'on va avoir encore là, on va avoir moins de volume de requêtes à chaque fois. Mais ici, on va avoir une intention qui est beaucoup plus élevée sur ce type de requête-là. Et donc, potentiellement, derrière, un taux de conversion qui va être bien supérieur. Donc ça, c'est des requêtes sur lesquelles on aime bien se positionner parce qu'on peut aller chercher de la performance assez rapidement. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est essayer de les distinguer, ces requêtes-là, et ce qu'on appelle les saturer dans les campagnes Google Search, c'est-à-dire essayer d'aller chercher le plus de parts d'impression possible sur ces requêtes-là. Petit aparté sur la part d'impression, qui sera une métrique qui vous intéressera beaucoup lorsque vous allez lancer vos campagnes Search. La part d'impression, c'est en fait, c'est juste une petite formule. Hop, c'est le nombre de requêtes donc, sur lesquelles vous êtes éligible de vous positionner. Hop. Hop là, désolé pour mon écriture. Divisé par
Donc là, c'est ce qu'on a au dénominateur. Donc c'est le nombre de requêtes sur lesquelles vous êtes éligible pour afficher votre annonce par rapport au nombre d'impressions que vous avez eu réellement. Donc si je le reformule, c'est le nombre de fois que votre annonce s'est affichée sur le moteur de recherche par rapport au nombre de fois où vous êtes éligible pour vous afficher. Et donc comme on l'a vu, il y a deux raisons qui peuvent faire en sorte que vous ne vous affichez pas. La première, c'est que vous n'avez pas un score de qualité votre enchère qui est assez élevé pour avoir un bon ad rank et vous afficher sur le moteur de recherche. La deuxième raison, c'est que tout votre budget quotidien s'est écoulé et qu'en fait votre campagne ne tourne plus parce que vous n'avez plus de budget pour la faire tourner, vous avez déjà tout dépensé. Donc ça, c'est les deux principales raisons, mais c'est à bien prendre en tête, bien garder en tête. On veut ce qu'on appelle saturer les mots-clés qui nous rapportent le plus de business. Donc ce qu'on veut faire, c'est maximiser notre part d'impression, donc le nombre de fois où on s'affiche par rapport au nombre de fois où on est susceptible de s'afficher. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien conserver. Derrière, on a tout ce qui est la recherche effective de ces mots-clés. Donc là, je vous ai mis 3 moyens de trouver des mots-clés sur lesquels se positionner. On a le Google Keyword Planner, les recherches Google et SEMrush. Donc ça, c'est des outils que j'utilise personnellement. Les deux premiers, ça c'est gratuit ici. Par contre, ça c'est payant, ça, SEMrush, si vous voulez faire des recherches un peu plus poussées. Donc l'avantage du Google Keyword Planner, c'est que c'est un outil qui est directement intégré dans Google Ads et qui vous permet d'avoir les volumes de requêtes mensuelles ainsi qu'une estimation des coûts par clic pour être affiché en bas de page, en haut de page, de la pression concurrentielle et de la tendance des recherches au cours de l'année en cours. Donc ça vous donne une bonne idée. Ça fonctionne un petit peu comme Google, hein. Vous recherchez un mot-clé, ça vous sort une liste de tous les mots-clés similaires, exacts, sur lesquels vous pouvez vous positionner avec toute cette donnée. Les recherches Google, souvent, c'est pas trop utilisé. Pourtant, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Par exemple, et vous pouvez faire le test là à côté, si vous tapez acheter un vélo électrique, Google va vous partager pas mal de requêtes similaires sur lesquelles les personnes, les utilisateurs vont faire des recherches aussi. Donc potentiellement, ça peut vous donner des bonnes idées de mots-clés sur lesquels vous positionnez. Et SEMrush, c'est intéressant parce que vous pouvez faire des recherches de mots-clés par rapport à ce que fait aussi la concurrence. Donc ça peut vous donner aussi des idées sur lesquelles vous pouvez travailler pour vous positionner. Donc là, maintenant qu'on a travaillé ces différents mots-clés, on a trouvé un petit peu ce qui nous intéresse par rapport au budget qu'on souhaite investir, où est-ce qu'on souhaite se positionner. Avant de passer au lancement et à la structuration des campagnes, il y a encore une partie sur laquelle je vais attirer votre attention pour mettre vraiment toutes les chances de votre côté pour aller chercher de la performance, c'est bien définir vos différents personas et angles marketing. Donc ça, c'est quelque chose qui est pareil, comme je vous le disais, ça fait des années que je travaille en agence et que je vois beaucoup de clients différents. C'est quelque chose que tout le monde oublie, mais qui est hyper important. Donc les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent une campagne, ça ne marche pas, ils n'ont pas des bons résultats, puis après ils se disent ok, faut peut-être que j'améliore la structure, mais aussi que je travaille un peu plus mes angles marketing, mon positionnement, ma différenciation, que je réponde bien à la problématique de mes personas. Et en fait, ils ont perdu de l'argent parce que ça, ils auraient pu le travailler avant pour déjà mieux articuler leurs A/B tests et mieux comprendre dans quelle direction ils doivent aller. Donc, gagnez du temps, faites-le dès le départ. Vous pourrez toujours de toute façon l'optimiser et revenir dessus pour le faire évoluer par la suite. Définissez vos différents personas. En fonction de ces différents personas, vous allez voir qu'il y a peut-être différents angles marketing qui vont plus ou moins les intéresser. Donc là, il peut y avoir par exemple l'angle du rapport qualité-prix, si toujours je vends du vélo. Il peut y avoir l'angle de l'accompagnement. Est-ce que je vais pouvoir bien les conseiller? Est-ce qu'ensuite, s'ils ont des problématiques, je vais pouvoir les couvrir, les aider à réparer leur vélo, ainsi de suite. Donc ça, c'est à vous de définir les angles en fonction de vos différents personas, de ce qui va les intéresser, des principales problématiques que ces personnes ou objections que ces personnes vont avoir pour bien travailler ces différents angles. Donc là, comme je disais, il peut y avoir le rapport qui a été pris, peut y avoir le temps que ça prend à mettre en place la solution. Est-ce que, par exemple, dans le cas de vente de vélo, est-ce que je livre vite? Est-ce que je réponds vite? L'accompagnement, peut y avoir pas mal de choses de ce type-là. Et ça, c'est ce qui vous permettra derrière de définir justement les différentes annonces sur les redirections sur lesquelles vous allez travailler. Donc pourquoi? Parce que en fait, par exemple sur un angle du rapport qualité-prix, Google vous permet dans un même ad group, donc là si je reprends mon ad group
dont je vous parlais au début, ici, je peux ajouter sur chaque ad group 3 annonces différentes. Et donc ça, c'est le gros avantage, c'est que derrière, je peux faire tourner 3 angles marketing, 3 annonces sur un même angle marketing différent. Donc moi, ce que je conseille, c'est plus de travailler différents angles marketing au début, avant de deep dive dans un angle marketing qui marche mieux que les autres pour les annonces. Mais là, mettons qu'on travaille sur le rapport qualité-prix. Je peux écrire une annonce 1, une annonce 2, une annonce 3, et chacune avec un copywriting différent. Et en fait, l'avantage de Google, c'est que vous avez un paramètre dans vos campagnes qui permet de faire la rotation des annonces sur l'annonce la plus performante en fonction de l'utilisateur qui va être en face. Et donc ça, c'est une bonne chose parce que derrière, ça vous permet automatiquement de faire tourner vos meilleures annonces. Donc ça, c'est l'avantage déjà de travailler ces différents angles marketing, c'est que on va pouvoir avoir des annonces qui vont être plus impactantes, qui vont s'adresser directement à nos différents personas. Donc on va augmenter le score de qualité parce qu'on aura des annonces plus pertinentes avec un meilleur taux de clic. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que ces personnes-là, elles ont cliqué sur ces différentes annonces, elles vont être redirigées sur des landing pages. Donc ici, il va y avoir différentes landing pages. Et ces landing pages-là, vous allez pouvoir en faire une première. Vous allez pouvoir en faire en fait plusieurs en fonction de ces différents angles marketing. Et c'est ça qui va vous permettre du coup d'aller encore plus en profondeur pour contrer les objections et répondre vraiment à la problématique des personnes si quelqu'un est plus intéressé par le rapport qualité-prix que par le temps de livraison, quoi. Donc ça, c'est ce qui est important. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt pour structurer les campagnes. Donc là, on va pouvoir travailler nos différentes campagnes et nos différents groupes et nos différents mots-clés. Donc, si on a suivi un petit peu la logique, là, on commence à avoir nos différents mots-clés. Donc là, on a une liste de tous les mots-clés qui nous intéressent parce que on a recherché sur le Keyword Planner, sur SEMrush, sur Google, donc on commence à avoir pas mal de mots-clés différents. Donc en fait, le travail, on va le faire un petit peu à l'envers. On va partir des mots-clés pour remonter aux ad groups, pour remonter aux campagnes. Donc évidemment, il y a des cas spécifiques où on peut faire l'inverse, mais ça, c'est ce qui vous permettra le plus simplement de bien répartir vos différents mots-clés dans les différents ad groups pour, vous vous souvenez, répondre à cette logique d'avoir des mots-clés qui sont logiques et pertinents par rapport à l'ad group, puis par rapport à la campagne par la suite. Donc ici, si je reviens sur cette petite structure-là, vous allez prendre vos mots-clés, vous allez les regrouper par sémantique. Donc là, on va avoir une sémantique 1, on va avoir une sémantique 2 et on va avoir une sémantique 3. Et on peut en avoir plus au fur et à mesure. Mais si je reprends l'idée des mots-clés sur les vélos, comme ce que je disais au début de la vidéo, on va avoir peut-être la sémantique 1 qui va être autour des vélos électriques, la sémantique 2 autour des vélos de route professionnels et la 3 c'est les VTT de descente par exemple. Donc je peux déjà faire des regroupements comme ça pour avoir des mots-clés de ma liste qui vont être regroupés de manière similaire. Et ensuite, je vais avoir ma campagne et là je vais vous expliquer dans quel cas on peut avoir une campagne 1 et une campagne 2 potentiellement sur Google Ads. Donc en général, si vous voulez juste déjà faire cet exemple du vélo, vous n'avez pas besoin de 50 campagnes différentes. Je ne vous conseille pas d'avoir une segmentation de campagne qui soit vraiment hyper granulaire parce que sinon, en fait, votre budget, vous allez le répartir dans plein de campagnes différentes. L'apprentissage de l'algorithme, il va être plus long, vos analyses, elles vont être plus compliquées et en fait, au final, vous allez perdre en performance. Donc, je vous conseille au maximum de rassembler vos différents ad groups dans les différentes campagnes sous une même stratégie d'enchère et ça vous permettra d'aller chercher plus de performance. Et si vous avez des stratégies d'enchère, par exemple, qui sont sur du ROI cible ou du CPA cible, vous pouvez ajuster ça au niveau ad group. Donc maintenant, dans quel cas on peut créer différentes campagnes. Il va y avoir un sujet sur la géographie. Donc par exemple, si vous voulez des campagnes en fonction de différents niveaux géographiques parce que vous ciblez différents territoires, que ce soit nationaux, internationaux. Donc ça, c'est une première raison. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir ajuster les budgets que vous souhaitez investir en fonction des différentes campagnes et donc des différentes zones géographiques. Vous pouvez le faire aussi en fonction de la démographie. Donc si vous voulez cibler par exemple de manière segmentée différentes tranches d'âge parce que à l'intérieur vos campagnes elles n'ont rien à voir mais ça peut être les mêmes mots-clés, c'est des redirections, des annonces qui sont totalement différentes. Ça peut être un cas aussi. Et un troisième cas qui peut arriver, qui est intéressant, c'est en fonction des funnels. Par exemple,
Si, voilà, moi sur mes mots-clés de vélo, j'ai tout ce qui est e-commerce d'un côté. Bon, bah, je vais avoir une campagne plutôt e-commerce, page produit qui est optimisée pour ça. Et après, j'ai peut-être un autre site vitrine où je vais collecter des adresses email en fonction, en échange de valeur ajoutée, parce que je fais un lead magnet par exemple sur comment optimiser sa performance quand on fait du vélo de route. Et après, je vais faire du mail pour convertir les personnes là sur de l'achat de vélo. Bah, ça, je peux faire un autre funnel, du coup une autre campagne, parce que ce ne sera pas la même conception de campagne, ce ne sera pas le même apprentissage pour ma campagne, ce ne sera pas les mêmes données qui sont derrière. Du coup, je vais potentiellement avoir des conversions qui vont être différentes. Donc l'optimisation de la campagne et de ces conversions, elles se feront pas de la même manière. Donc j'ai un intérêt à les séparer. Donc ça, c'est la manière dont on va pouvoir construire nos campagnes. Je vous conseille de faire hyper simple au départ. Il n'y a pas besoin de partir dans des structures hyper complexes. Sinon, franchement, vous allez vous perdre. Il vaut mieux construire au fur et à mesure. Donc, une fois qu'on a fait ça, on devrait avoir nos différents mots-clés dans nos différents ad groupes ici. Donc là, vous aurez des ad groupes en fonction de vos différentes sémantiques, vos campagnes en fonction de ce dont on a parlé. Et il nous manque toute la partie annonces. Donc ici, les annonces, on va créer ce qu'on appelle des annonces RSA pour Responsive Search Ads, qui sont les annonces les plus récentes qui ont été créées par Google et en fait qui vous permettent d'avoir 15 titres et 4 descriptions. Je me suis jamais vu écrire aussi mal, désolé, mais la tablette graphique, c'est pas évident. Donc, si on reprend, on a 15 titres, 15 descriptions, et après, on va avoir une redirection sur une landing page. Donc ça, vous pouvez le faire 3 fois en fonction des différents angles de marketing dont on a parlé pour chaque groupe d'annonces. Et du coup, ça vous permettra d'avoir des annonces qui vont tourner et qui vont s'optimiser sur l'annonce qui sera la plus performante en fonction des mots-clés, en fonction des personnes qui vont rechercher pour aller chercher le plus de conversions possible. Donc voilà déjà comment on peut avoir une structure de campagne qui va être intéressante. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver dans une deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer en live comment lancer une campagne sur Google Ads en search afin qu'on fasse ensemble tous les petits paramètres qui vous permettront de ne pas tomber dans les pièges qu'il y a à éviter et surtout de cliquer sur les bonnes optimisations, les bons paramétrages pour vous lancer sur de bons rails. Alors là, ce que vous voyez, c'est mon compte Google Ads sur lequel je vais pouvoir lancer une campagne. Donc, on a l'interface classique. J'imagine que la majorité d'entre vous connaît. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, à gauche, on a le menu, on est sur le niveau campagne et ici, on va pouvoir cliquer sur le bouton plus pour créer une nouvelle campagne. On va cliquer sur créer une campagne sans objectif spécifique. Ensuite, nous, ce qu'on veut faire, c'est une campagne recherche, donc search. Et là, Google va nous demander ce sur quoi on veut optimiser notre campagne. Donc moi, ce que je conseille très fortement, c'est d'avoir un seul objectif de conversion pour bien optimiser votre campagne. Donc de toute façon, vous pourrez toujours revenir derrière pour le modifier. Ça, c'est pas un problème. Donc mettez un objectif de conversion et il va vous demander potentiellement ce que vous voulez faire. Donc ok, visiter des visites sur le site web. Donc ça, c'est ce que je vais obtenir plutôt que des résultats téléphoniques. Donc je vais cliquer sur continuer. Là, je vais pouvoir nommer ma campagne. Donc là, je pourrais l'appeler par exemple Adsback Search France, parce que ça va être mon ciblage. Et donc, je vais créer cette campagne. Donc là, on voit toutes les différentes étapes sur le menu de gauche que je vais devoir parcourir. Donc, dans un premier temps, on me demande quel type d'enchère je vais mettre en place pour le réseau de recherche. Donc là, Google va me proposer les différentes stratégies d'enchère sur lesquelles je vais vouloir optimiser ma campagne et comment il doit dépenser mon budget pour atteindre les objectifs que je vais lui fixer. Donc, il propose du maximiser les conversions, maximiser de la valeur de conversion, ou sinon, comme autre option, il me propose du clic ou du taux d'impression cible. Ça, pareil, je vous montrerai après, mais vous pourrez le changer directement sur l'interface campagne. Donc, il y en a d'autres qui existent que vous pourrez changer. Tout ce que vous voyez là, vous pourrez le modifier après. Donc, c'est pas grave si vous hésitez au départ, vous pourrez le modifier après. En tout cas, ce que je peux vous dire pour vous aider, c'est que moi, je conseille en général de commencer par du maximiser les conversions. Si vous souhaitez, par exemple, avoir des ventes, avoir
des leads, des demandes de démos, même si vous n'avez pas forcément un tag Google qui est hyper optimisé avec plein de données et plein d'historiques, au moins vous mettez vos campagnes sur une bonne base. Après, en général, ce que je conseille, c'est d'attendre au moins 2 à 4 semaines pour que votre algorithme se stabilise et commence à vous apporter un petit peu plus de résultats. Si vous voulez avoir plus de trafic plus rapidement, vous pouvez choisir maximiser les clics. La valeur de conversion, ça va être intéressant si on est dans une logique e-commerce pour dire à Google que tous les clients ne se valent pas. Il y a peut-être des clients qui vont me faire, si on prend l'exemple du vélo, un achat de vélo à 100 euros et d'autres qui vont m'acheter un vélo professionnel à 5000 euros. Potentiellement, si j'ai plus de marge sur le pro, je préfère revendre celui-là. Donc, je vais définir des valeurs de conversion qui vont aider Google à savoir que toutes les conversions ne sont pas égales. Il y a aussi cette logique pour la lead gen. Si vous voulez dire que, par exemple, une demande de démo, ça vaut 100 alors qu'une inscription à la newsletter, ça vaut 10, parce que vous savez que toutes les 10 inscriptions à la newsletter, les gens derrière, ils s'inscrivent, il y a une personne sur 10 qui s'inscrit à la démo. Ça peut être intéressant de le faire en termes de valeur de conversion. Comme ça, vous pouvez optimiser votre campagne sur les 2 conversions différentes en ayant un poids qui soit attribué à chacune de ces conversions. Donc ça, c'est des logiques qui sont un peu plus avancées, mais au départ, moi, ce que je vous conseille, c'est de maximiser la conversion. Ça fonctionne bien. Vous pouvez définir un coût par action cible. Ça, pareil, au départ, je ne le recommande pas forcément. C'est pour dire à Google, OK, la conversion que tu vas me réaliser, je ne veux pas que ça coûte par exemple plus de 30 euros. Et donc lui, il va essayer de trouver des conversions. Donc, reprenons par exemple un achat à moins de 30 euros par achat. C'est plutôt une logique, le CPA cible, qu'on utilise dans la lead gen que le e-commerce. Parce que comme je disais, un coût d'acquisition à 30 euros, ok, mais derrière, pour quelle valeur de panier? Et elles ne se valent pas toutes. Donc là, si on est sur du maximiser la valeur de conversion, on sera plus dans une logique de ROS cible, où on va demander à Google un retour sur investissement des publicités de 300%, 400%, 500%, pour dire, si je mets 1 euro et que j'ai 500% de ROS cible, je veux que tu me génères 5 euros de chiffre d'affaires, donc de vente pour ma conversion. Donc là, si on reprend la conversion, je ne vais pas ajouter de CPA cible directement au départ parce que je n'ai pas forcément d'historique de données. Je ne connais pas exactement mon CPA cible. Et l'erreur que vous pouvez faire ici, c'est de dire, OK, moi je veux une demande de démo pas chère, je vais la payer 20 euros maximum. OK, sauf que si vous êtes dans un secteur où le clic il coûte 10 euros, ça sera difficile pour Google d'aller vous chercher cette performance. Et en fait, cette information et cette condition que vous lui donnez en plus, ça va plus nuire à sa performance qu'autre chose. Parce que ce qu'il va faire au début, c'est que potentiellement, il va acheter des clics super chers pour essayer de convertir directement parce qu'il y a une forte probabilité de conversion. Sauf qu'il y a de grandes chances que ça ne marche pas directement comme ça parce que la personne qui clique, elle ne vous connaît pas, elle a besoin de plus de touchpoints. Et donc, vous allez perdre de l'argent au départ. Puis après, votre campagne elle va s'arrêter de diffuser. Donc, vous n'allez plus dépenser votre budget parce que Google va dire moi, j'estime que on ne sera pas capable d'atteindre ce CPA cible. Donc, je convertis pas, je ne dépense pas. Donc je vous conseille de ne pas le mettre au départ. Et comme je disais tout à l'heure, vous pourrez ajouter un CPA cible par la suite, une fois que vous aurez plus de données, pour justement affiner votre campagne. Donc ça, c'est la première chose déjà sur les stratégies d'enchères, mais qui est hyper importante pour bien lancer sa campagne. On peut ensuite ajouter la possibilité d'enchérir seulement pour les nouveaux clients. Donc là, Google va demander d'ajouter une liste qui va permettre justement de ne pas se positionner sous les yeux de personnes qui sont déjà clientes chez vous et d'éviter de payer des clics pour rien. Donc ça peut être intéressant de le faire si vous avez déjà des listes de clients qui sont assez fournies. Ensuite, quand on passe aux paramètres de la campagne. Donc là, c'est hyper important. Ici, il y a quelques paramètres où Google peut être assez fourbe quand on ne connaît pas. C'est ce qu'il faut mettre en place comme diffusion. Donc déjà, sur quel réseau? Est-ce qu'on va que sur le moteur de recherche Google ou alors est-ce qu'on va aussi sur le réseau partenaire? Donc ça peut être par exemple Quant ou je ne sais pas si le moteur de recherche du portail Orange utilise la technologie Google. Ça, c'est un partenaire de recherche sur lequel ils peuvent positionner votre publicité. Donc ça, pour le coup, on peut l'enlever au départ, on peut le laisser. Ça, c'est un petit peu au choix de chacun. Mais en tout cas, derrière, il faudra regarder en fonction des différents partenaires ou du moteur de recherche si vous avez des leads qualifiés ou pas et si vous avez des coûts par lead qui sont vraiment différents ou pas.
Ensuite, on a tout ce qui est le réseau display. Donc ça, je vous recommande fortement, même si Google, lui, recommande de le mettre. Moi, je vous conseille de l'enlever. Le réseau display, c'est tous les sites partenaires de Google sur lesquels vous allez avoir des bannières publicitaires et sur lesquels il peut vous positionner. Donc là, on n'est vraiment pas sur l'intention de recherche. Moi, je trouve ça pas intéressant du tout. J'ai jamais vraiment eu de bons résultats avec ça. Donc je vous conseille de l'enlever. Même si Google le recommande, il le recommande pourquoi? Parce que lui, il a plein de sites partenaires sur lesquels en fait il a envie de vendre des espaces publicitaires pour aller chercher le plus de chiffre d'affaires possible de son côté, quoi. Donc pas hyper, pas hyper pertinent pour vous, je pense, de le mettre dès le départ. Au niveau des zones géographiques. Donc ici, on peut se dire, ok, bah moi je veux cibler la France, je mets la France, je passe à autre chose. Là, ça peut être le piège que je vois sur beaucoup de comptes. N'oubliez pas de cliquer sur les options de ciblage géographique parce que là, comme vous voyez, Google peut être un peu fourbe et vous dire, ok, je vais cibler la France, mais je vais cibler du coup toutes les personnes qui y sont, d'accord? Mais aussi qui peuvent avoir un intérêt pour la France. Et donc ça, bah, c'est pas forcément hyper intéressant pour vous. Vous pouvez avoir beaucoup de personnes qui ne sont pas qualifiées du coup. Donc là, je vous conseille de mettre présence uniquement. Sur les langues, bon, vous pouvez laisser français hein, si vous voulez. On peut ajouter l'anglais aussi si on veut. Ça dépendra de la manière dont le navigateur de l'utilisateur est configuré. On peut ajouter des segments d'audience. Donc ça peut être intéressant. Ici, si vous voyez, il y a deux options possibles. Et là, du coup, je suis d'accord avec ce que propose Google. Une fois n'est pas coutume. Donc ici, on peut ajouter des audiences en observation. Donc il n'y a pas beaucoup de plateformes qui permettent de faire ça. Si je fais le parallèle avec Meta, par exemple, sur Meta, bah, quand on met une audience, on la cible concrètement. Ici, on nous propose aussi de l'observer. Donc en fait, on peut récolter de la donnée sur cette audience-là. Donc on va savoir en fonction de l'audience, les coûts par clic, coûts par lead, taux de conversion. Mais on reste ouvert à tout le monde en fait. Et donc ça, c'est intéressant derrière si on veut faire des ajustements d'enchères pour dire après, ok, bah, je vois l'audience des passionnés de sport, ils convertissent bien, je vais plutôt être plus agressif et payer plus cher, je suis prêt à payer plus cher sur ces personnes-là quand elles font une recherche, parce que je sais que derrière, c'est un trafic qui est qualifié pour moi. Donc ça, bah, c'est intéressant. Je vous recommande de mettre des audiences en observation. Donc on peut mettre des audiences basées sur la démographie, la géographie, en fonction d'affinités, donc ça c'est les intérêts, des audiences sur le marché, donc c'est Google qui nous fournit des personnes qui sont intentionnistes en tout cas sur une période de temps récente, donc qui sont prêtes à acheter un produit ou un service. On a aussi la first party data, donc ça c'est vos données à vous, et on peut avoir des segments combinés où on peut par exemple mettre des personnes basées sur des événements de vie, donc quelqu'un qui vient de se marier ou qui vient de déménager, et ainsi de suite. Je vous conseille de parcourir un petit peu tout ça parce que c'est intéressant. Il peut y avoir des audiences qui valent le coup d'être mises en observation. N'en mettez pas trop non plus. Comme ça, vous pouvez conserver une analyse qui est pertinente sans crouler sous les milliers d'audiences que vous pouvez mettre en observation. On a ensuite une proposition de Google qui est est-ce qu'on met les mots-clés en requête large? Alors, on a trois typologies de ciblage de mots-clés parce que on a des ciblages d'audience comme on a vu, mais on a une possibilité aussi de ciblage de mots-clés. Alors là, ceux qui ne connaissent pas, ils vont se dire peut-être qu'il y a beaucoup trop d'options possibles, mais vous allez voir, c'est hyper simple. On a la possibilité de nous positionner sur des mots-clés qu'on appelle en exact. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si je veux acheter le mot-clé vélo, je vais me positionner uniquement sur ce mot-clé-là et sur les variantes proches. Donc, quelqu'un qui va taper vélo avec ou sans accent, par exemple, ou qui va ajouter un O en trop, je vais me positionner dessus. On a l'expression exacte qui permet d'ajouter dans la requête d'utilisateur des mots-clés avant, après ou entre mes différents mots-clés que je vais cibler. Donc, si je reprends l'exemple de vélo en expression exacte, quelqu'un qui tape acheter vélo pas cher, je pourrais me positionner dessus. Donc ça élargit un petit peu le périmètre. Et encore au-dessus, on a la requête large. Donc là, c'est ce que me propose d'ajouter Google, où je peux avoir tout ce que comprend le mot-clé exact, tout ce que comprend l'expression exacte. Et en plus, je peux avoir des synonymes du mot-clé que j'ai ajouté pour aller chercher plus de volume ou des requêtes potentielles qui peuvent être intéressantes. Alors, je ne vous conseille pas directement de commencer avec de la requête en large parce que déjà, vous n'avez pas assez de données potentiellement quand vous lancez votre première campagne ou que vous êtes sur des campagnes qui sont assez récentes et qui n'ont pas encore assez d'historique
pour vous positionner en large, où là, vous allez avoir un volume de termes de recherche qui va être encore démultiplié. Donc, vous allez perdre en impact sur, si vous vous souvenez de ce que je vous disais dans la première partie de la vidéo, vos parts d'impression et la saturation des mots-clés et des termes de recherche qui sont les plus pertinents pour vous. Donc, ce que vous voulez d'abord, c'est être le plus présent possible et que votre budget il aille sur ce qui vous rapporte le plus d'argent. Donc ça, c'est hyper important d'éviter de trop élargir dès le départ. Donc je vous conseillerais plutôt de travailler du mot-clé exact ou de l'expression exacte. Moi, j'utilise beaucoup l'expression exacte et je me repasse beaucoup sur les requêtes sur lesquelles Google me positionne pour exclure celles qui me semblent pas intéressantes au fur et à mesure. Donc là, on va utiliser les types de correspondance de mots-clés. Et on a une dernière option que je trouve importante, voire deux, c'est le calendrier de diffusion. Quand est-ce qu'on veut diffuser nos campagnes? Peut-être que si vous êtes en B2B et que vous ciblez une audience professionnelle, potentiellement c'est plus intéressant pour vous d'être présent sur les heures de bureau. Donc ça, voilà, c'est des tests qu'il faut faire, mais ça c'est des choses que vous pouvez activer. Et les options d'URL. Donc c'est là où on va pouvoir ajouter les UTM. Donc par exemple, UTM source égale Google, et ensuite je peux ajouter mon UTM campaign. Donc là pour dire par exemple, là je fais Search France, et je vais ajouter mon médium, ça va être du CPC. Et je peux ajouter mes UTM keywords aussi. Hop là. Ici. De manière dynamique. Donc ça, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'après, par exemple, quand quelqu'un fait une conversion, que ce soit sur votre CRM ou sur Google Analytics, vous allez voir en fonction de quelle campagne il est venu, de quelle source, de quel moyen, et potentiellement de quel mot-clé ou de quelle annonce. Donc ça, c'est vraiment très recommandable à mettre en place pour derrière faire des optimisations un petit peu plus fines en fonction de la qualité des leads qui ont été générés et de là où vous pouvez aller chercher le plus de performance. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la suite. Donc bon, là, il m'a proposé des mots-clés en fonction de mon site internet. Je vais les enlever. On va choisir les mots-clés et construire les annonces. Donc ici, vous pouvez mettre votre site internet, il vous donnera des suggestions de mots-clés. Nous, en général, on a bien fait le travail avec le Keyword Planner, SEMrush et Google. Donc on sait les différents mots-clés sur lesquels on va se positionner. Donc là, si je reprends un petit peu mes mots-clés, par exemple, je vais faire hyper simple pour ne pas vous perdre. Je peux avoir vélo écrit comme ça. Je peux avoir vélo écrit comme ça. Je peux avoir vélo écrit comme ça aussi. Donc ça, le fait que ce soit entre crochets, entre guillemets ou sans rien, c'est ce qui va déterminer mes 3 types de ciblage dont je vous parlais. Donc le mot-clé exact, l'expression exacte ou le large. Le vélo entre crochets, donc ça, c'est le mot-clé exact. Ici, entre guillemets, c'est l'expression exacte. Et ici, en large, c'est... en sans rien, c'est du large, quoi. Donc là, par exemple, moi, je vais vouloir être sur l'expression exacte. Et plutôt que d'être juste sur vélo, parce que comme on a vu en expression exacte, ça peut me mettre sur plein de requêtes différentes, je vais ajouter des mots-clés sur lesquels on a pu travailler. Donc, je vais mettre acheter vélo électrique, électrique pas cher par exemple. Et donc ça va me permettre de me positionner sur des requêtes qui sont déjà plus précises. Donc là, je vais ajouter tous les mots-clés dans mon premier groupe d'annonces ici. Je pourrais en ajouter les autres à la suite plus tard. Et on va pouvoir écrire nos différentes annonces ici. Donc là, on y arrive. On va mettre l'URL sur lequel on souhaite rediriger. Le chemin à afficher, c'est si je veux dans mon URL ajouter derrière des mots-clés. Donc par exemple, là, je peux mettre vélo pro. Et donc là, vous voyez, en fait, dans l'URL, ça m'ajoute des chemins. Donc ça, c'est intéressant si on veut ajouter un petit peu plus de détails. Et donc là, si vous vous souvenez, on a écrit nos différentes annonces avec 15 titres, 4 descriptions. Maintenant, on peut reprendre le Google Sheet sur lequel on a fait ça, ou le Excel, enfin, je ne sais pas où vous avez écrit, et les copier-coller. Sachant qu'un point important, c'est pas plus de 30 caractères pour les titres et pas plus de 90 pour les descriptions. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle des composants à notre annonce. Donc ça, c'est des extensions qui permettent d'avoir des annonces qui sont mieux élaborées, maximiser nos scores de qualité et surtout partager le plus d'informations possible avant que la personne clique et qu'elle nous coûte de l'argent sur chaque clic. Donc on peut travailler des liens annexes. Ça, c'est
les, hop, c'est ce qui va en fait apparaître sous votre annonce. Hop, j'en mets un deuxième. Sous votre annonce comme lien cliquable. Et des fois, vous voyez, vous avez une annonce sur Google avec 4 petits blocs en dessous. C'est tout à fait ça. C'est comme ça que ça fonctionne. On a pas mal d'autres types de composants qu'on peut ajouter, comme des promotions, des prix, des extensions d'appel si je veux ajouter un numéro de téléphone, des extraits structurés donc qui me permettent d'ajouter du détail sur les services, les applications, formulaires pour prospects. Donc ça, c'est intéressant de bien les ajouter lorsque vous allez créer vos différentes annonces pour justement maximiser la pertinence des annonces dont on parlait. Donc après, vous avez les options d'URL des annonces. Vous pouvez le faire à ce niveau-là si vous voulez avoir un détail qui est un petit peu plus fin. Mais en général, si vous l'avez déjà fait au niveau de la campagne, au niveau des UTM, ça suffira pour avoir assez de données. Sauf si, en fonction des annonces, vous voulez suivre quelque chose d'hyper particulier. Ensuite, vous avez tout ce qui est le budget. Donc ici, au niveau du budget, Google va vous recommander quelque chose, il va vous partager des conversions. Alors, j'ai jamais vu une prédiction de Google qui était juste jusqu'à maintenant, sur les dernières années. Donc ça, n'y faites pas trop attention. Je vais vous partager une petite méthode rapide pour pouvoir définir un budget, si vous ne savez pas trop ce que vous devez investir. Vous pouvez vous dire quel est le taux de conversion actuel de votre site. Par exemple, si vous êtes à 3% de taux de conversion sur votre site e-commerce qui vend des vélos, vous pouvez vous dire que si votre objectif c'est de faire 30 conversions avec Google Ads tous les mois, il vous faudra 1000 clics sur des requêtes assez intentionnistes pour de la conversion. Sachant qu'en Ads, on a toujours un peu moins de taux de conversion, enfin ça dépend des secteurs, mais on peut avoir un petit peu moins de conversion que les personnes qui reviennent en organique, qui vous connaissent déjà un petit peu plus potentiellement. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Et en fait, on peut se dire, voilà, s'il me faut 1000 clics à 3% de taux de conversion pour avoir 30 conversions, maintenant je vais regarder dans le Keyword Planner. Donc ça, c'est le travail qu'on a fait au préalable pour choisir les mots-clés en fonction de leur volume et des coûts par clic. Combien me coûte le clic? Et si un clic, par exemple, me coûte 50 centimes, je pourrais me dire, voilà, il faut que je prévoie 500 € par mois de budget sur ma campagne pour pouvoir la faire tourner et espérer avoir mon volume de conversion. Donc ça, c'est une estimation. Dans les faits, ça va toujours être un petit peu différent parce que votre CPC pourrait être un peu plus haut, un peu plus faible. Ça va dépendre de votre score de qualité, de l'intention du trafic. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais ça vous donnera déjà une bonne idée de tout ça. Une fois que vous avez lancé, vous pourrez regarder, en fonction du budget que vous avez investi, vos parts d'impression perdues à cause du budget et celles à cause du classement. Toutes les parts d'impression perdues à cause du classement, ça veut dire que vous avez perdu des impressions parce que vous n'avez pas un ad rank qui est assez élevé. Donc potentiellement, il vous faut des enchères plus élevées, donc augmenter le budget aussi pour pouvoir enchérir plus. Ou alors, moi, ce que je recommande, travailler encore plus en profondeur vos scores de qualité pour les augmenter. Donc ça, c'est ce que vous allez devoir suivre pour bien définir votre budget et avoir un bon équilibre sur vos campagnes. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur suivant. Là, ça vous demandera de vérifier tous les différents éléments. Donc évidemment, moi, vu que je n'ai pas écrit les annonces et tout, il va me mettre des erreurs. Mais vous, normalement, il n'y aura pas de problème. Et là, vous pourrez lancer directement votre campagne. Donc voilà comment faire pour lancer votre campagne sur Google Ads. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez apparaître dans ce menu-là. Votre campagne va être ici. Vous pourrez cliquer dessus tout simplement. Et à l'intérieur, vous aurez vos différents ad groups, vos différentes annonces, vos redirections, vos mots-clés. Et donc, vous pourrez suivre toutes les performances de vos campagnes. Pour faire ça, vous aurez juste à cliquer sur colonne ici. Et vous pourrez personnaliser les colonnes en fonction des performances qui vous intéressent. Donc, des conversions, vous pourrez regarder les coûts par clic, vous pourrez regarder les coûts pour 1000 impressions, les CPC, ouais, je les ai dit. Et toute conversion, tout clic. Il y a énormément de colonnes qui sont intéressantes à regarder. Je pense que je ferai un cas particulier, une vidéo particulière là-dessus pour vous donner tout le détail des colonnes à bien suivre pour bien optimiser vos campagnes par la suite. Mais déjà, avec tout ça, vous avez le bon état d'esprit et la bonne logique pour bien lancer des campagnes search sur Google Ads. Et vous avez vu du coup comment dans la plateforme on fait pour lancer sa première campagne ou de nouvelles campagnes sur Google Ads avec les bons paramètres pour éviter de tomber dans des pièges qui peuvent coûter assez cher. Par exemple, si on est sur la mauvaise géographie, si on est sur les mauvais emplacements, si on est sur les mauvais réseaux, on peut vite avoir du trafic qui coûte cher et qui n'est pas qualifié. Et donc se dire que Google Ads, ça ne marche pas, alors qu'il y a quelques petits paramètres à régler pour aller chercher plus de performance.
Donc j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir.